Donc nous avons le plaisir d'accueillir Séverine Bouard, qui est docteur en géographie, agroéconomiste, chercheuse en postdoctorat à l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Elle est basée dans le centre-nord, à Pointe-Boute. Attention aux interférences. Et elle est venue nous présenter ce soir un écho à cet ouvrage qui est paru l'an dernier chez l'éditeur Au Vent des Îles. Alors je précise avec le soutien de la province Nord. Donc la ruralité kanak à la recherche d'un modèle décolonisé. Alors la conférence de ce soir, comme toutes les conférences, est enregistrée. Et petite nouveauté, les gens de l'IAC, ceux qui ont leur magnifique t-shirt vert, vont déambuler dans la salle pour faire une captation vidéo. Donc si vous avez caché à votre famille que vous avez pour activité illicite de venir aux conférences de la médiathèque, c'est le moment de vous échapper en toute discrétion. Et pour ceux qui choisissent de rester, alors bien entendu il y aura un débat au terme de cet exposé. Je vous invite simplement à demander les micros pour qu'on puisse entendre vos questions tout autant que les réponses lors de l'enregistrement. Voilà, je ne suis pas plus long et je cède la parole à Séverine, que j'encourage vivement pour cette conférence. Merci à vous et à tout à l'heure pour les débats. Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci également à la médiathèque du Centre culturel Djibaou de me donner l'opportunité de présenter mes travaux ce soir. Donc pour moi c'est un peu un moment quand même, c'est toujours des moments un petit peu émouvants et un parti un petit peu déstabilisant aussi que de présenter ces travaux de recherche et notamment une recherche doctorale qu'on a fait pendant plusieurs années, en sachant que dans la salle il y a des gens avec qui aussi j'ai pu également avec qui j'ai pu avoir des entretiens et qui ont aussi participé à la construction de ce travail. Donc c'est pour moi c'est un moment de restitution, même si j'en ai déjà fait. Donc voilà, un petit peu de départ d'appréhension, mais voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé donc de vous présenter. Ça repose beaucoup sur mon travail de doctorat, donc qui a été soutenu en 2011. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous en présenter quelques-uns de ces résultats. Et plus spécifiquement, j'avais vraiment envie, parce que moi ça a été tout un cheminement dans ma thèse, c'est d'essayer de voir ensemble et qu'on essaie de comprendre ensemble comment s'est construit la politique de développement local de la province Nord dans le contexte de la décolonisation négociée. Essayer de voir comment est-ce que s'est construit donc cette politique de développement local qui quelque part doit chercher à s'adapter et prendre en compte le modèle agricole plutôt kanak, la petite agriculture familiale kanak. Et je vais faire en particulier, essayer d'aborder avec vous, de questionner le rôle des démarches participatives et le rôle de l'ouverture d'espaces locaux de débat, qui est le propre des projets de développement local, dans ce processus de construction d'une politique de développement en Nouvelle-Calédonie. Alors, juste quelques points donc aperçus de comment est-ce que je vais vous présenter tout ça. Je vais faire une introduction qui est peut-être un petit peu longue, mais je vais revenir et vous expliquer pourquoi justement j'ai eu envie de me questionner sur la fabrication de ces politiques de développement rural en Nouvelle-Calédonie. Quelques points sur les mots et les concepts, mais on va faire très court à ce niveau-là. Et après, on va dérouler en 3 points. D'abord, je vais parler donc plutôt, on va dire, du niveau provincial. Vous allez voir, on va parler de différents niveaux, d'où vient cette politique de développement provincial et comment elle repose sur des interactions entre de nombreux acteurs qui participent à ce processus de construction de la politique de développement. Ensuite, on descendra au niveau du local et c'est là qu'on questionnera les démarches participatives. Et enfin, là, on aura un dernier point, mais qui sera au final assez court, mais on pourra développer un petit peu dans le débat s'il y a besoin, où on verra qu'à la fois, si ces dispositifs de développement local, ces démarches participatives permettent de créer des lieux de débat, de créer également des espaces quelque part de liberté, on verra qu'ils peuvent aussi amener des effets de cadrage et des jeux de contrôle interniveaux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai
j'ai eu envie de questionner les politiques de développement en Nouvelle-Calédonie. En fait, ça provient de ma première expérience de terrain où en fait je travaillais en appui à un programme de développement local qui était l'OGAF de la côte Est. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une OGAF. Ça veut dire Opération groupée d'aménagement du foncier. Et en fait, c'est des projets de développement local, c'est un dispositif, c'est un instrument, une politique qui a été d'abord développée en France et qui vise pendant quelques années, en moyenne 5 ans, sur un petit territoire, à essayer d'identifier les principales ressources de ce territoire et de mettre des moyens financiers, de créer une animation locale pour essayer de favoriser le développement sur ce petit territoire. Et donc moi, je suis venue en appui à ce projet-là, où en fait, donc je travaillais, je faisais des enquêtes et je travaillais avec les agriculteurs pour essayer de comprendre leur stratégie et les problèmes également qu'ils pouvaient rencontrer à travers également d'utilisation de différents outils, des jeux de rôle comme on voit ici, des supports de discussion interactifs. Et ce qui est intéressant, donc dans ces OGAF, quelque part, un des objectifs, c'était d'avoir un dispositif qui permette de venir en appui à cette petite agriculture familiale kanak. Donc là, on a un exemple de parcelle de taro qui a été plantée dans le cadre de ce projet et qui a la spécificité donc d'être une toute petite agriculture qui est familiale avec très peu de moyens matériels, de machines agricoles, très peu d'intrants et qui n'a pas forcément une grande vocation à... les produits n'ont pas vocation à être énormément commercialisés. Et qu'elle est souvent associée à d'autres activités, notamment la pratique de la pêche, de la chasse, et également potentiellement à du salariat. Et ce qui m'a interpellée pendant cette expérience, c'est que au sein de l'OGAF, il y avait dans chaque commune, dans le projet de développement local, il était prévu qu'il y ait des espaces de discussion où il y avait les acteurs locaux, alors notamment des producteurs, des élus communaux, des coutumiers, qui discutaient en fait de comment se passait le projet, de quels petits projets individuels on allait appuyer ou pas, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. Et moi, en participant à ces espaces locaux de débat, je me suis rendu compte que il y avait des représentations différentes. C'est-à-dire que les gens qui participaient à ces discussions, ils n'avaient pas forcément tous la même vision des objectifs, notamment de ce projet, et que en particulier, si on discutait pour eux, s'ils essayaient de définir c'est quoi le succès ou l'échec d'un projet individuel, par exemple une dame qui ouvre un plus grand champ de parcelles de taro, le fait que son projet soit perçu comme étant une réussite ou un échec, pour certaines personnes dans ces comités locaux, le succès c'était que la personne arrive à commercialiser, qu'elle développe des techniques potentiellement nouvelles, qu'elle apprenne des techniques différentes et qu'elle commercialise. Alors que pour d'autres, et dans ces mêmes espaces de discussion, certaines personnes, juste le fait que on ait par exemple pu appuyer un jeune qui arrive à se mettre d'accord avec tous les gens de son clan sur la possibilité pour lui de planter à cet endroit-là et que au final il augmente sa contribution en termes de dons lors des cérémonies coutumières, pour eux, c'était déjà un succès. Donc on voit bien qu'on commence à voir qu'il y avait des petits décalages en fait dans les objectifs du projet. Ensuite, on a également, après le projet de développement, il s'est arrêté en 2006, on a travaillé avec mes autres collègues chercheurs, Patrick Daquino et Jean-Michel Sourisseau. On s'est dit que ce qui s'était passé sur cette opération, c'était quand même assez intéressant, un petit peu différent de ce qui se faisait d'habitude en fait en Nouvelle-Calédonie, et qui avait intérêt à essayer de faire diffuser toutes ces pratiques, toutes les idées qui avaient été discutées vers le niveau supérieur de politique publique, vers les décideurs, notamment à l'échelle provinciale. Et dans les faits, donc on avait une volonté un petit peu très opérationnelle, on était dans une approche de recherche-action, et de participer à ce que je vais appeler un changement
ascendant dans les politiques publiques et d'aller vers une meilleure reconnaissance a priori des savoirs locaux et des pratiques locales dans les politiques d'appui au développement agricole. Parce que là, je vais parler de développement local, mais comme on est sur des zones qui sont très rurales, dans les faits, ça se recoupe énormément, surtout sur cette première opération qui visait quasi exclusivement le secteur agricole. Et donc on a travaillé avec des différentes personnes qui étaient impliquées déjà depuis longtemps dans les opérations de développement, depuis même quasiment les années 80. Et donc on a organisé des réunions avec eux pour essayer de faire des propositions de politique publique sur la base de tout ce qui avait été discuté pendant le projet. Pendant le premier projet au GAF, et on a essayé d'organiser de rentrer en contact, on va dire, avec, de discuter, de pouvoir partager en tout cas ces réflexions avec les élus de la province Nord, notamment ceux qui étaient en charge du développement économique et notamment développement agricole. On avait une vision assez stéréotypée qui, en fait, surtout moi, qui me venait de mon immersion dans le terrain, un peu une impression que la province Nord était un petit peu déconnectée des réalités locales. Et on va voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, en fait, ça m'a amené un peu... En fait, on a eu du mal à organiser, à faire remonter justement ces discussions locales et les expériences du local. Et donc là, je me suis amenée à me poser la question, mais comment est-ce que ça marche? Comment se construit une politique publique? Et mais comment est-ce que les connexions se font entre les niveaux de politique, entre un niveau local, entre une commune et une province? Comment tout ça arrive ou pas à travailler ensemble? Et comment est-ce que ces différentes représentations que j'avais pu observer comme ça, ou en tout cas pressentir au niveau local, est-ce que ça circule? Est-ce que les gens ont les mêmes idées au niveau provincial qu'au niveau local? Ou est-ce qu'ils sont totalement opposés ou différents? Et en fait, donc c'est sur la base de ces questions-là que j'ai été amenée à essayer de tout reconstruire en fait ce processus de fabrication de la politique publique. Alors pour réaliser ça, donc ça a été en fait quelque part un peu le sujet de ma thèse, j'ai choisi de travailler à travers d'avoir une entrée par les acteurs. Alors là, rapidement, ça veut dire qu'à chaque fois, moi, mes acteurs, je les ai considérés comme étant dépositaires d'idées, d'intérêts et liés aux institutions. Quand je parle d'idées, en fait, ça fait référence à ce qu'on appelle une dimension un peu cognitive des politiques publiques. C'est-à-dire, on considère qu'une politique publique, quelle qu'elle soit, hein, d'insertion, par exemple, pour l'emploi, une politique de santé, elle est liée, une politique, par exemple, de réforme du foncier également, elle va être liée à une manière de voir les problèmes que rencontre la société. Par institution, je l'entends au sens très très large, c'est-à-dire que pour moi, ça va être toutes les règles du jeu qui structurent en fait le fonctionnement de la société et qui va organiser les interactions entre acteurs. Ça vous donne juste un petit peu l'idée de pourquoi après, comment je vais décrire justement comment tout ça se construit. Et après, donc pour chaque niveau, le niveau provincial, le niveau des territoires de projet principalement, on va essayer de décrire ensemble quels sont les usages que font les acteurs justement notamment de cet instrument de développement local et des démarches participatives aux différents niveaux. Le terme usage, c'est pas anodin parce que pour moi à chaque fois ça va être la manière d'essayer de comprendre la manière et pourquoi est-ce que les acteurs agissent, s'emparent et vont modifier en fait la situation dans laquelle ils sont. Alors donc pour chaque niveau, j'ai distingué différents acteurs. Alors et vous allez voir, ça va structurer après toute la présentation. Au niveau global, c'est-à-dire plutôt connecté à l'international, on va trouver plutôt tout un ensemble de réseaux d'experts métropolitains, mais également internationaux. Je vais distinguer également le niveau calédonien Nouvelle-Calédonie et surtout le niveau provincial, où en gros, ce qui est important pour comprendre comment ça se passe, c'est de distinguer peut-être l'administration et l'organisation provinciale, où il y a les élus, et les cadres de l'administration, et puis les agents aussi qui sont impliqués au niveau local pour la mise en œuvre au quotidien, qui sont en interface directe avec les bénéficiaires de politiques publiques.
et que chacun va agir avec des légitimités différentes également. Et enfin, à l'échelle plus locale, donc on va avoir les territoires de projet OGAF, et donc qui va regrouper, donc ça va être les communes où il y a toute la population, note dedans les bénéficiaires de politiques publiques, et au sein de ces territoires de projet, on va beaucoup parler des comités locaux. Donc, c'est-à-dire ces petits espaces de discussion où, pendant la durée du programme de développement, les gens sont mis ensemble pour discuter. Alors, on va commencer par le niveau provincial. Alors, quand j'ai commencé donc, il me fallait quand même essayer de comprendre d'où venait cette politique de développement et pourquoi est-ce que d'un seul coup, la province Nord, gérée par des indépendantistes, utilise énormément cet instrument de développement local qui vient de la France, qui est né en France, qui a été développé en France. Et donc, j'avais besoin de comprendre comment est-ce que ça s'était intégré là-dedans. Donc, au départ, j'ai commencé à travailler à partir, comme je travaillais au niveau provincial, à partir de plutôt 90, on va dire, au moment de la provincialisation. Et rapidement, dans les entretiens, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qui se passait à partir de 90 était intimement lié à ce qui s'était passé pendant la période précédente, et notamment pendant la période des régions, la courte période des régions pendant les événements, donc de 84 à 86. Alors, je vais pas refaire toute l'histoire, mais pour les gens que j'ai rencontrés en fait, les régions, c'était perçu comme ça a été un cadre politique qui a permis de manière inédite, en fait, de redistribuer les compétences de manière plus équitable entre les différents acteurs indépendantistes et loyalistes. On a donné aux régions énormément donc des secteurs très importants, la santé, l'enseignement, la réforme foncière, il était prévu au départ des moyens financiers également importants. Donc au départ, l'objectif, il est double. Il s'agit de commencer à réfléchir à comment on va construire l'indépendance et organiser un contre-pouvoir économique. Donc d'un point de vue de l'action publique, quand ils ont fait leur ils ont réfléchi à la construction de l'avant-projet, il y avait une volonté d'avoir une action publique très très interventionniste avec la construction, la mise en place de nombreuses infrastructures qui n'existaient pas donc à l'époque, et dans le même temps de travailler au niveau des tribus en se basant beaucoup sur les réseaux militants, sur développer plein de petits micro-projets avec les financements qui étaient disponibles dans le cadre de l'Office de développement de l'intérieur et des îles. Donc l'idée, c'est d'essayer de donner corps en fait à tout ce qui avait été réfléchi pendant les années 70 et de vraiment donner corps à travers une démarche qui est là aussi un petit peu multiniveau, c'est-à-dire que une approche dialectique entre les élus ou les membres des cabinets qui réfléchissaient, qui avaient une réflexion sur le modèle de société à développer, et la diffusion l'importance de développer des expériences de terrain, notamment avec de nombreux micro-projets, et d'essayer de réfléchir là-dessus pour justement réussir à construire sur cette base-là ensuite une politique de développement. Dans les faits, à partir de 86, en fait, le changement de statut et le vote de la loi Ponce a en fait fortement réduit les financements et les compétences qui étaient allouées aux régions, et toute une partie en fait des politiques n'ont pas vraiment pu être mises en œuvre. Enfin, en tout cas, ça a été vraiment fortement diminué et voire abandonné, notamment pour les grands projets un petit peu structurants. En revanche, sur le terrain, on constate que il y a eu de très nombreux micro-projets. Donc là, c'est juste un graphique, c'est juste pour noter qu'il y a eu plusieurs milliers de petits projets qui ont été financés pendant cette période-là. Et que la mobilisation des réseaux militants, en fait, ça a vraiment, et que c'était des projets qui étaient principalement, qui concernaient le secteur primaire. Et que quand on lit les travaux des chercheurs sur cette période-là, qu'on lit les écrits, on voit qu'il y a une vraie mobilisation, en fait, locale autour de cette petite agriculture pour qu'elle essaie de trouver quelque part sa place, notamment dans l'économie calédonienne.
on va poursuivre sur les relations. Voilà, comment ça. Donc ça, c'était un peu la base. Et ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a eu toute cette expérimentation de terrain, mais on a eu le début d'interaction avec d'autres acteurs, enfin la mise en interaction d'acteurs qui sont, ça s'est construit justement pendant les régions, et on va voir qu'après ça a fortement influencé la période suivante et notamment la période des provinces. Alors, on a eu l'entrée de nouveaux acteurs, avec notamment l'intégration, donc notamment dans le cabinet de la région Nord, l'intégration de la nouvelle génération de jeunes diplômés plutôt affiliés au PALICA, donc des discussions assez qui ont été très dynamiques, beaucoup d'effervescence en fait. On sent beaucoup d'effervescence dans les entretiens que j'ai pu faire sur cette période-là. On nous parle d'une période où vraiment on réfléchissait, on essayait d'expérimenter des choses. Et donc avec des mises en réseau, et donc là un rapprochement UC-PALICA en termes de au concret, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis après il y a le coup d'arrêt donc je vous ai signalé tout à l'heure, avec la baisse des financements dès 86, et en fait il y a eu l'obligation d'aller chercher des financements ailleurs, et puisque les financements directement de l'État ont été fortement réduits, et de chercher également des recettes, d'avoir une action publique peut-être un peu moins interventionniste, et de trouver comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire du développement, mais avec des instruments qui seraient moins coûteux, avec peut-être moins de subventions, etc. Et à ce moment-là, on a vraiment les premiers recours à l'extérieur sur la question du développement rural, et dans les personnes qui travaillent qui ont participé à la construction de la politique de développement rural de la province Nord. En fait, il y a eu une mission notamment qui a été effectuée en France, et ils sont allés rencontrer des ONG, des instituts qui travaillent sur le développement, donc en France et en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant que d'aller faire des missions pour rencontrer, trouver des conseils, avoir des nouvelles idées, mais c'est qu'en fait ce moment-là, les personnes qui ont été rencontrées à ce moment-là, il y a eu des relations interpersonnelles très fortes qui se sont créées pendant cette période-là, et qui ensuite vont se maintenir et nourrir ponctuellement la période suivante. Donc ainsi, la période des régions, donc je vais revenir là-dessus parce qu'il me semble que vraiment ça a permis de jeter les bases de la politique telle qu'elle va être menée à partir des années 90. Et décidée, construite au niveau provincial. Alors, ensuite, donc la période suivante. Donc, je rentre pas dans tout le détail, mais la construction de la politique de développement provincial, donc le tout début, c'était à l'époque où la province Nord n'était même pas encore construite. Donc, on a eu toute une phase un petit peu de flottement, mais je vais passer tout de suite à la période de 93-98. Où en fait on va avoir une multiplication des interactions entre différents acteurs qui vont aller vraiment jusqu'au bout de la réflexion qui avait été commencée dans les années 80, et qui vont réaliser ce que j'appelle une double problématisation du développement local, qui va se faire à deux niveaux. À la fois, on travaille vraiment sur les interactions entre acteurs et entre groupes d'acteurs en fait. Les interactions entre l'ADRAF et l'IRD, où en fait, si on fait on constate qu'on a une trajectoire assez emblématique d'une personne qui va jouer un rôle de médiateur. On parle de médiateur dans le sens où cette personne, elle a eu la capacité à naviguer de différents d'espaces sociaux au départ militants, indépendantistes, puis elle a l'opportunité d'aller se former, de devenir en partie chercheur. Ensuite, on lui a demandé de procéder à une expertise. Donc c'est l'ADRAF notamment qui lui a demandé de réaliser une expertise sur la relation entre foncier et développement. Et ensuite, suite à ça, cette personne a intégré l'ADRAF et a été responsable d'une antenne de l'ADRAF. Et ce qui est intéressant, c'est que ces travaux qui ont été menés dans différents espaces ont permis en fait de proposer de manière assez stabilisée. En tout cas, je pense que c'était vraiment, pour une fois, c'était assez bien stabilisé, avec une démarche qui se voulait scientifique. Et là, on commence à voir comment est-ce qu'une politique, ça
ça repose aussi sur des connexions avec les scientifiques. Et donc cette représentation, c'était d'abord le constat qu'il fallait peut-être essayer de ne pas directement soumettre une attribution foncière à un projet de développement économique, en sachant que c'est plutôt ce qui avait été fait au début des années 80. Et voilà, donc des travaux qui insistent sur le fait qu'il était important de laisser le temps de construire le lien à la terre avec ce nouveau foncier. Et dans le même temps, à la même période, mais à un autre endroit, en province nord, il y a de nouvelles interactions qui se font aussi avec d'autres réseaux scientifiques, en fait, notamment avec le CIRAD. Mais ça va prendre une autre forme, c'est pas un médiateur. En fait, là, ça va se faire à d'autres moments qui sont en partie. C'est en fait, comment dire, c'est certains élus de la province nord et des cadres de l'administration de la provinciale qui en fait demandent à des chercheurs du CIRAD qui avaient été rencontrés lors de cette fameuse mission dont je vous ai parlé à venir et en Nouvelle-Calédonie et à réaliser un premier point d'étape de l'action provinciale en termes de développement. Et donc lors de cette mission d'évaluation, en fait, les chercheurs du CIRAD, les élus, les cadres de l'administration, mais même les agents de terrain locaux, tout le monde travaille ensemble et font un premier bilan qui permet en fait là aussi de proposer de modifier et de reformuler les objectifs du développement rural en province nord, avec 2 points qui me semblent assez importants parce qu'on va voir qu'en fait après ça c'est largement repris, c'est de pas forcément, enfin en tout cas de remettre en cause l'insertion au marché comme seul objectif des projets de développement économique. Ça fait écho à ce que je vous ai dit quand je parlais de succès ou d'échec, c'est-à-dire le succès ou l'échec d'un petit projet, c'est peut-être pas pour certaines personnes, c'est pas forcément d'augmenter la commercialisation par exemple des produits agricoles, et surtout de travailler à la reconnaissance de la pluriactivité des ménages et donc de ne pas forcément chercher, surtout si on travaille sur l'agriculture, ne pas forcément chercher une professionnalisation ou une spécialisation poussée. Donc on voit que dans ces 2 cas, à 2 endroits différents, en fait, on a 2 représentations qui sont pas tout à fait similaires, mais qui sont complémentaires, qui se sont créées autour d'expertise, de rédaction de rapports, d'enquêtes, et qui vont structurer vraiment tout et venir justifier ensuite à partir de 98, faire le choix du développement local et des OGAF. Alors, en effet, parce que les 2 groupes d'acteurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 98, ces gens qui étaient impliqués là dans ces deux systèmes, ils changent de place. Enfin, ils changent de place. Ils obtiennent des postes clés, notamment à la DRAF et en province nord. Et qu'en fait, ça va être concomitant à l'Assemblée nationale, en France, donc. Au sein du conseil d'administration de la DRAF, il y a un représentant de l'État qui était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur le développement local, qui en fait se rend compte qu'avec la prévision du vote de la loi d'orientation agricole de 99, normalement le dispositif des OGAF et les financements alloués doivent disparaître du territoire français pour être transformés par un instrument européen. Et il interpelle notamment la DRAF parce qu'il y a quelques expériences qui avaient été lancées en disant mais est-ce que il y aurait pas, enfin voilà, en même temps à la DRAF les gens pensent que ça peut être ce type d'instrument pourrait être intéressant justement pour essayer de prendre en compte les représentations que je vous ai présentées tout à l'heure. Et donc il y a un accord qui se fait donc entre ces 2 groupes et qui permet aux représentants de l'État à l'Assemblée nationale de défendre le maintien des OGAF en Nouvelle-Calédonie. Mais en échange, quand l'État s'engage à faire ça, il demande à ce que l'instrument soit de plus en plus utilisé. Et là, en fait, ce que j'ai pu observer, je rentre pas dans le détail, mais c'est qu'on a entre la DRAF et la province nord, de nombreux échanges
parce qu'il y a il y a notamment une coopérative qui connaît des difficultés, et des alliances, ce que j'appelle des alliances traditionnelles, c'est-à-dire que les gens ont tendance à parler, avoir les mêmes, justement, des représentations assez similaires et les mêmes objectifs, et donc ils arrivent à valider, à faire le choix de mettre en œuvre d'autres OGAF, notamment sur l'OGAF de la côte Est, sur laquelle j'ai travaillé. Et c'est là que se décide cette première opération. Mais dans ce cadre-là, il y a également, on a le représentant de l'État demande à ce que soit travaillée une évaluation des premières opérations. Et là, en fait, ça va être fait par tous les acteurs qui ont travaillé à la construction de la double problématisation que je vous ai présentée dans la période d'avant. Et en fait, tout le monde va travailler ensemble sur la construction de l'évaluation des premières OGAF. Et on va avoir un rapport collectif, et là on va vraiment avoir la rencontre de ces deux manières de penser le développement. Et ce qui va permettre ensuite de justifier en fait pour la province Nord l'intégration, on va dire, les OGAF restent gérés par l'État français, mais sur les années 2000, en fait, il va y avoir des OGAF sur quasiment tous les territoires des communes de la côte Est. Et ça va vraiment être pensé comme un des piliers de la politique de développement provincial. Donc voilà comment est-ce qu'on est arrivé à ce transfert-là. Donc là, ce que je voulais insister, c'est comment se construit une politique publique. Et ben, on voit que c'est beaucoup d'interactions et que entre des acteurs, des réflexions avec des scientifiques, et des connexions qui peuvent se faire, que c'est pas forcément pensé qu'à un seul niveau avec quelques personnes, mais c'est un long processus historique et avec des connexions à d'autres niveaux. Maintenant, je vous propose de changer de niveau. Hein. On va laisser un petit peu ces experts et pour parler un petit peu plus donc du niveau local et donc des communes et surtout des comités locaux. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces comités locaux. Donc, qui sont, on va dire, souvent il y en a un par commune. Pour simplifier, hein, je suis obligée d'être un petit peu schématique, mais donc et globalement ils vont être composés de plein de personnes différentes, de producteurs ruraux, de coutumiers, de représentants d'associations, mais aussi de représentants des services techniques, c'est-à-dire de gens qui qui mettent en œuvre et qui essaient d'appuyer techniquement la mise en œuvre de projets qui peuvent être appuyés financièrement par la province. Et donc, je me suis posé la question et je propose qu'on regarde ensemble comment est-ce que ces comités locaux fonctionnent, qui sont les acteurs qui sont dedans, pourquoi est-ce qu'ils sont dedans, et qu'est-ce qu'on discute là-dedans, et qu'est-ce que ça vient changer. On va faire ça comme ça un petit peu par étapes. Surtout en sachant que, quelque part, ces comités locaux, ça s'inspire de tout ce qui s'appelle l'impératif délibératif. C'est-à-dire que dans tout ce qui va être développement local, et c'est vraiment présent dans beaucoup de démocraties occidentales, et c'est souvent associé aux projets de développement local, c'est de mettre en place, d'ouvrir des espaces de débat locaux en postulant que les acteurs pourront, disons ils pourront peser plus directement sur la décision publique en étant impliqués localement et en prenant part aux décisions au niveau local. Donc voilà, on part c'est un peu l'idéologie qu'il y a derrière ça. Et si on regarde les gens qui sont invités à participer et qui au final participent à ces comités locaux, ils sont pas choisis par hasard au final. Et malgré en fait les intentions qui sont souvent apolitiques, affirmées par les gens qui organisent les diagnostics des OGAF et qui ont des vraies intentions apolitiques en essayant d'avoir un idéal délibératif, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de parler
Et bien, en fait, on se rend compte que si on regarde pour quelles raisons on a invité et pour quels sont les critères de recrutement des gens qui sont dans ces comités, eh bien, j'ai pu en identifier 4. D'abord, on a un recrutement qui est spatial. C'est-à-dire que les membres des comités, on leur demande, on essaie d'avoir des membres des comités d'à peu près d'avoir toutes les zones géographiques. On va dire, par exemple, si on prend une commune. Et ça peut se recouper notamment avec les districts coutumiers. On va essayer d'avoir, d'un point de vue spatial, que ce soit bien équilibré. Ensuite, les membres sont recrutés par rapport à leur, je parle d'un recrutement technique, c'est-à-dire par rapport à leur expérience vis-à-vis du développement agricole, surtout sur les projets qui ont une forte vocation agricole. C'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui sont potentiellement déjà plutôt professionnels, qui vont avoir tendance à commercialiser, et surtout des gens qui ont fait l'expérience déjà d'un appui de la puissance publique, qui ont déjà par exemple eu une subvention et qui savent déjà comment faut faire et quelles sont les difficultés qu'on rencontre. J'ai un petit extrait d'entretien qui résume assez bien ça. Et donc là, quand on discute et qu'il m'explique comment est-ce qu'il a été, pourquoi est-ce qu'on est venu le chercher. J'ai été contactée en tant que le plus grand producteur de la zone, producteur d'igname, tout ce qui est vévrier. On m'a demandé si je voulais faire partie de ce comité. Je me suis portée volontaire parce que c'est mon domaine. Je devais amener mes idées, mes compétences dans ce comité pour lancer les jeunes à faire des micro-projets. Donc là, on voit vraiment qu'il fait référence à sa pratique et surtout à son métier, en fait, d'agriculteur. Ensuite, autre modalité de recrutement, c'est très classique, hein, un recrutement qui va se reposer en fait sur les gens qui sont fortement impliqués dans les associations du territoire de projet. Et enfin, mais c'est pas forcément affiché, mais c'est pas grave, hein, moi je porte pas de jugement, mais quand on regarde dans le détail, des recrutements qui peuvent être aussi selon les appartenances à des partis politiques, alors soit pour essayer d'avoir un panachage et une présence des différents partis politiques, ou d'autres, ou plutôt une surreprésentation dans certains comités de certains partis. Et ce qui est intéressant, quand on met ça à jour, ça repose la question on a ouvert des espaces locaux de débat qui sont censés essayer de remettre un petit peu, de modifier un petit peu la donne de la démocratie représentative. Parce qu'en fait, ces critères de recrutement, si on prend les travaux qui ont été faits sur la constitution du personnel politique, notamment Canac, les travaux d'Éric Soriano ou Benoît Trépied, on retrouve quasiment les mêmes critères de recrutement. Des critères coutumiers. Religieux, moi je l'ai pas trop vu, mais l'importance de la proximité géographique, le recrutement au sein de la parenté et plus récemment le recrutement associatif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si on a la volonté d'ouvrir, voilà, à de nouvelles personnes, on constate qu'elles vont avoir des critères assez similaires en fait à ceux du recrutement pour la démocratie représentative. Ensuite, pourquoi est-ce que les gens, si on vient les chercher, pourquoi est-ce qu'ils s'impliquent? Quel est vous voyez, vous vous souvenez, j'avais parlé d'idées, que les acteurs, ils avaient des idées, des intérêts, et donc là, pour quelles raisons est-ce qu'ils restent dans ces comités locaux? Et quand on regarde les intérêts, pour quelles raisons ils restent, en fait, on constate que souvent c'est une articulation de plusieurs intérêts. Notamment, ce qui est assez récurrent, c'est d'abord d'avoir je vais parler d'un intérêt individuel, plutôt à avoir accès eux-mêmes à un projet, soit pour eux, soit pour leur association. Donc, on sent l'intérêt individuel. Là aussi, je porte pas l'idée, c'est pas de porter un jugement, hein, mais c'est d'expliquer ce qui se passe. Ou d'avoir accès aussi à l'information comment est-ce qu'on monte un projet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours articulé à donc cette volonté individuelle, mais en même temps, à chaque fois, leur demande de projet individuel, elle arrive qu'à la fin du projet. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par enrôler et essayer de faciliter l'installation de d'autres personnes et que d'autres personnes aient accès à ces micro-projets. Et qu'en fait, on a une articulation entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Ce qui est surtout intéressant, c'est que pour certains, surtout sur
le développement agricole et ces agriculteurs, on va dire plutôt professionnels et marchands qui s'impliquent dans les comités locaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils peuvent avoir des pratiques, notamment de commercialisation, qui vont être un petit peu différentes de la petite agriculture kanak que vont faire les gens autour d'eux. Et en fait, ils vont s'impliquer dans ces comités locaux et ils vont avoir vraiment tendance à favoriser l'installation, notamment c'était le cas sur un GDPL, c'est-à-dire qu'on avait on va dire un gros producteur marchand, professionnel et marchand, kanak sur terre coutumière, qui en fait va favoriser l'installation de nombreux petits projets individuels sur foncier GDPL, il va les aider. Et en fait, ça va participer à maintenir sa légitimité à lui pratiquer son agriculture qui est peut-être un petit peu différente de celle des autres membres du clan. Donc on a une négociation en fait, ils arrivent à légitimer leur pratique à travers ces comités locaux. Et enfin, dans les entretiens, j'ai pu constater que tous les membres de ces comités locaux, au final, ils développent de nouvelles ressources. En fait, ils acquièrent des expériences. Notamment, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait qu'ils avaient appris à mieux organiser une réunion, à savoir comment ça se passe. Pour certaines femmes, ça les a aidées après à prendre la parole en public. Et qu'en fait, c'est un apprentissage. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on prend du recul par rapport au projet OGAF, c'est que quelques années après, ces gens qui reconnaissent avoir fait des apprentissages peuvent potentiellement se retrouver impliqués dans la politique locale, communale. Et on a de nouveau un bouclage, en fait, entre la relation entre cette démocratie délibérative, participative, et la démocratie représentative classique, démocratie représentative classique, qui au final sont pas si opposés que ça, mais on commence à avoir un petit peu tout cet enchevêtrement. Maintenant, qu'est-ce qui se discute dans ces espaces locaux de débat? Ouais, ça va peut-être être un petit peu... on va essayer de faire simple. Alors, donc là, en fait, j'ai réalisé une analyse du discours des acteurs locaux, des acteurs qui sont donc dans ces comités locaux. Et en fait, on voit que, c'est ce que je vous avais dit au départ, et ce qui m'avait interpellé, c'est qu'il y a une certaine diversité. Et donc j'ai essayé d'étudier ça un peu plus en détail. Alors pour présenter ces discours, ces représentations portées par les acteurs, je vais commencer par rendre compte en fait des valeurs qu'ils portent. C'est-à-dire pour eux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bien ou mal, qu'est-ce qui est désirable ou à rejeter, notamment en termes de développement agricole. Voilà, et que tout ça va constituer la base du réel voulu, c'est-à-dire que quand on met en œuvre un projet de développement, c'est qu'on cherche bien à atteindre un objectif, à transformer le territoire, la société. Et donc qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Et puis à côté, ensuite, je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle les normes d'action ou les recettes d'action publique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend au concret. Qu'est-ce qu'on subventionne? Quels sont les leviers, la formation, etc. On va détailler. Alors, et je vais constater qu'en fait, ces discours, ils sont structurés par rapport à deux grands modèles d'agriculture. Alors, le premier modèle, on va distinguer les exploitations professionnelles qui vont être plutôt professionnelles et plutôt marchandes, c'est-à-dire très insérées au marché. Donc ça va être le premier modèle. Alors, ce premier modèle, c'est associé plutôt à une agriculture, donc je l'ai dit, professionnelle et marchande, et ça correspond à des exploitations agricoles qui ont plutôt un haut niveau de capitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir souvent beaucoup de machines, donc un capital assez important. Ça peut même aller sur des très gros engins, hein. Ça peut même être j'ai notamment des cas de participants et c'était très important au final, qui avaient des bulldozers et qui les ont utilisés. C'était super important pour pouvoir les utiliser et pour défricher de nouvelles parcelles. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment des investissements en capitaux importants. Ensuite,
ils ont, même s'ils ont un haut niveau de capitalisation, ça ne veut pas dire que ils connaissent des situations financières qui soient parfois difficiles et qu'il y ait des questions de transmission qui soient problématiques. C'est pas non plus forcément toujours très facile. Et surtout, on constate que ce modèle-là va être plutôt orienté, donc ce que je vous ai dit, avec des productions qui visent le marché intérieur ou l'exportation. Pardon. Et de l'autre côté, on va avoir ce que je vais appeler le modèle d'agriculture kanak, en final qu'on retrouve pas tant forcément que en milieu kanak, mais pour le coup dans le cas des OGAF, c'était plutôt ça que j'ai étudié, qui vont être, donc c'est une petite agriculture familiale, ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt non professionnelle et non marchande, qui repose sur des activités qui sont diversifiées, pour le coup là un niveau de capitalisation faible, avec une production qui va être si elle est valorisée, elle va être valorisée sur le marché plutôt intérieur, voire pas du tout commercialisée. Dans la grande enquête agriculture en tribu, ce qui correspond plutôt à ce modèle-là, dans la plupart des cas, on est à moins de 20% de la production agricole qui va être commercialisée. Ce modèle, en fait, il est principalement pratiqué donc sur terre coutumière, ce que j'ai dit tout à l'heure, et parfois qualifié d'agriculture traditionnelle, agriculture vivrière ou domestique, même si... Ouais. Et alors maintenant, les discours qui sont associés à ces modèles. Alors, en termes de valeur, on constate que... Alors, pour le premier groupe, la valeur mise en avant, c'est celle du travail individuel. C'est le premier élément qu'on met en avant, c'est-à-dire qu'on pourra réussir à rien faire si on se repose pas sur l'importance que chacun travaille individuellement, essaie d'améliorer ses techniques, se spécialise. Alors que de l'autre côté, le deuxième groupe de discours, là, il parle aussi de travail individuel ou collectif, mais c'est moins mis en avant. Et ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'importance des solidarités, des savoir-faire locaux. Et après, quand on passe à mais comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour agir? Comment est-ce qu'on s'y prend? Voilà, comment est-ce qu'on vient en appui? Eh ben, sur le premier modèle, on va la norme d'action, il va falloir développer un encadrement technique pointu, quotidien, quasiment quotidien, un suivi très très proche. On va avoir également des aides à la commercialisation, alors que de l'autre côté, il y a tout un espèce de flou, mais qui est en même temps assumé, qui dit on ne sait pas faire. Et par contre, il faut qu'on expérimente. Alors, on prend des risques, mais on va expérimenter, on va essayer de laisser aux gens le choix et de les accompagner dans ces choix-là. Et après, plus on essaie à chaque fois dans les entretiens, quand j'essayais de descendre vraiment, mais comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Qu'est-ce qu'on met en place? Au final, on constate que les deux modèles, si c'était très opposés, semble très opposé sur les valeurs, au final, sur la manière de s'y prendre, autant ça se recoupe et autant c'est assez clair pour ce discours-là et pour venir en appui donc à ce modèle d'agriculture professionnelle et marchande, autant pour l'autre, le deuxième, on voit bien qu'il y a un flou et que s'il y a une forte opposition dans les faits, quand on passe à l'action, on a une moins faible opposition. Ça, c'était l'analyse de discours. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans les comités locaux, ces deux grands référentiels, ils vont pas être forcément présents dans tous les comités locaux. Des fois, il y en a un qui va être plus présent que l'autre. Parfois, ils vont être présents tous les deux au début, et puis un projet, développement et la participation, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Et donc tout ça, ça va modifier en fait forcément la composition de ces débats. La participation, c'est pas un long fleuve tranquille, alors ça peut faire un peu barbare, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas si compliqué que ça. En gros, ici, là, parce qu'il faut le regarder en global. Ici, c'est les acteurs qui étaient présents et donc les lignes. En colonne, ça va être les différentes réunions, en fait, où j'ai recensé toutes les personnes qui étaient présentes dans des réunions sur 2 territoires différents. Et en fait, surtout, cette histoire, il y en a qui... Et en fait, on constate qu'on a des acteurs qui vont rester quasiment tout du long. Donc, ils vont être présents à toutes les réunions.
et d'autres qui viennent au début, puis qui ne viennent plus, qui reviennent et qui repartent, ou d'autres qui rentrent en cours pendant au cours du projet. Et en fait, c'est ça qui va faire modifier, qui va venir modifier les gens qui sont en place et les référentiels, qui va orienter également les débats. Pourquoi les gens rentrent, pourquoi les gens sortent? Je vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de choses. Je reviens d'un projet de développement local, c'est pas un long fleuve tranquille. Souvent, ça amène à chaque fois, en fait, dans tous les projets que j'ai vus, il y a un moment où il y a quand même les relations deviennent un petit peu rugueuses, notamment avec ceux qui avaient en charge traditionnellement, on va dire, le développement. Et ça amène à modifier les manières de travailler. Après, il y a dans certains comités locaux où peut-être certaines personnes se sont pas du tout reconnues dans les débats et trouvaient qu'ils n'avaient pas du tout. Au final, on leur avait demandé de venir, mais qu'au final, ils voyaient pas ce qu'ils pouvaient apporter parce qu'ils n'étaient pas du tout avec les valeurs qui étaient portées en majorité par les gens avec qui ils discutaient. Et donc, on a des mécanismes comme ça aussi d'auto-exclusion de ces acteurs. Et en simplifiant, ce qu'on constate, c'est que dans les comités locaux où il y avait, on va dire, plutôt les deux référentiels qui arrivaient à discuter, c'est là qu'on a eu le plus de recherche, d'expérimentation, d'innovation, essayer de faire les choses un petit peu différemment, notamment mettre en réseau des gens qui venaient, qui maintenant avaient depuis plusieurs années leurs parcelles de terreau, les mettre vers les boutures et qui produisent des boutures pour faciliter l'installation de nouveaux producteurs et avec toute une réflexion sur comment est-ce qu'on va les mettre en réseau directement. Ça, c'était quelque chose qui n'avait pas forcément été pensé au départ. C'est des choses très très fines, hein. Et par contre, dans les espaces locaux où il y avait un des deux référentiels qui revenait de manière majoritaire, on avait tendance à avoir il pouvait y avoir des débats très intéressants, mais sur des points de détail très très fins d'un point de vue technique sur qui va être bénéficiaire d'un projet, quel niveau de revenu on définit, et en fin de compte sur des critères qui sont très très proches de ce qui se faisait déjà depuis très longtemps au niveau provincial, et donc un maintien des routines et des pratiques du passé. Alors voilà, tout ça pour dire, reposer ma question de départ, est-ce que ça change quelque chose, en fait, tous ces espaces locaux de débat? Au final, ce qui est intéressant, c'est peut-être dans tous ces acteurs, c'est principalement en fait les techniciens provinciaux qui ont été impliqués dans ces comités locaux, qui eux ont été particulièrement bousculés, hein, parce on leur a demandé totalement de changer leur manière de travailler et de soumettre toute étude technique à des acteurs locaux qui sont beaucoup moins pointus qu'eux d'un point de vue technique. Et au départ, si à chaque fois c'était difficile, ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, ces techniciens, en fait, ont changé la manière de définir leur métier et se définissent comme étant, on va dire, en faisant un métier différemment des autres techniciens. Là aussi, j'ai un petit, donc on a une recomposition qui est partielle, et je vous propose un petit extrait d'entretien que j'ai eu et que j'aime bien pour expliquer ce changement en fait dans le rôle du technicien. Donc il m'explique son travail. Notre objectif, c'est d'être au centre, entre l'humain, le technique, l'administratif et le financier. Chaque technicien va se positionner quelque part. Je connais des collègues qui sont là, soit là, et là en fait il me montre un schéma en fait avec les 4 dimensions qu'il a précitées, humain, technique, administratif et financier. Et il continue. Et si tu es trop quelque part, tu as tout faux, parce que tu as oublié quelque chose. Et la chose la plus importante, c'est l'approche humaine. On a de plus en plus de réunions de travail avec les autres antennes, mais on est sur des zones tellement différentes. On a des idées différentes. Chacun dans son coin a des visions différentes. On a des publics différents et des conditions, des milieux sociaux différents, avec chacun des avantages différents. Eux, ils disent... On n'est pas là pour faire du social. Mais moi, je dis, c'est quoi le développement? C'est l'économique, c'est le social, c'est tout ça. Et en fait, dans cet extrait, on voit comment il se définit différemment de ses autres collègues. Et comment est-ce que pour lui, parce que bon, je vous ai pas non plus fait tout l'entretien, mais il raconte comment est-ce que vraiment, il a été
son métier en fait a été en partie remis en cause par les discussions qu'il a eues au sein de ces comités locaux. Le changement, donc on a donc une recomposition qui est vraiment partielle des discours et des pratiques. Et on a l'émergence d'un nouveau discours notamment et de nouvelles pratiques autour de ce métier de technicien. Et qu'en fait le changement il se fait pas là où, quelque part, il s'est pas fait là où je pensais au départ, c'est-à-dire dans une rencontre où on a un affrontement entre ces comités locaux, ces gens qui viennent participer, qui ont une vraie connaissance du terrain, et le niveau provincial qui aurait peut-être qui serait pas totalement raccord avec ce qui se passe sur la réalité. Et on voit que le changement, en fait, il se fait pas ni dans la rencontre directe, ni dans la confrontation entre les deux, mais il se fait petit à petit, par le bas. Il se fait par des déplacements de petites lignes. Là, je suis pas rentrée dans tout le détail, mais en fait, après, dans ma recherche, j'ai vraiment essayé de décrire très finement comment tout ça bouge et comment de nouvelles pratiques, petit à petit, deviennent exemplaires et participent au changement et à l'évolution des politiques de développement. On est descendu au niveau local et après je vous propose qu'on revienne un petit peu au niveau provincial avec donc cette politique de développement local qui s'est quasiment institutionnalisée en fait au sein de la province. Et ce qui est intéressant, c'est de voir elle ouvre des espaces de liberté, de débat, mais en même temps on va voir que ça crée des effets de cadrage. Et notamment, donc, en fait, si on regarde spatialement, les OGAF, elles ont été mises en œuvre sur toute la partie est de la province nord. Et j'ai essayé de revenir sur toutes les conditions de développement, toutes les conditions, d'émergence de ces différents projets. Et en fait, on se rend compte donc déjà que la province Nord, petit à petit, elle a augmenté les moyens financiers affectés à ces projets OGAF, et qu'elle a augmenté les moyens financiers et elle s'est même au final sur Ayengen notamment totalement approprié le dispositif en travaillant à la mise en place d'une opération concertée de développement local qui quelque part ressemblait la structure d'une OGAF, mais n'emportait pas le nom et avait pas forcément le même fonctionnement financier, on va dire. Mais il y avait la même philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'émergence de ce projet-là, que en fait la province vers les communes va potentiellement aussi utiliser les instruments de développement local pour organiser ces interactions avec les acteurs locaux. Et là, je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. À Yengen, donc par exemple, donc il se passait énormément de choses là autour de 2005-2006. Il y avait le projet autour du Mont Panier. Il y avait le projet de mettre en place une aire marine. Il y a l'aire marine protégée aussi. Donc plutôt géré par le VVF, des ONG environnementales qui travaillent de plus en plus sur cette commune-là, en même temps des volontés de faire des projets touristiques. Au final, beaucoup de dynamisme, de projets qui potentiellement émergeaient, mais qui étaient un petit peu déconnectés. Et la province, à ce moment-là, elle a proposé que tout le monde se mette autour de la table pour construire ce projet de développement local. Et en fait, l'idée, en mettant tout le monde autour de la table, et c'est là qu'on a un effet de cadrage et de contrôle, c'est qu'à partir du moment où on met tout le monde autour de la table, ça oblige quelque part ces différents acteurs qui n'ont pas forcément, je pense aux ONG environnementales, ils ont leur propre stratégie d'intervention, leurs propres objectifs, et qui sont pas là encore forcément en adéquation avec les projets des provinciaux ou même le projet du maire. Et en mettant tout le monde autour de la table, ça permet, en fait, à partir où on se met d'accord sur le projet, ça devient extrêmement difficile pour ces acteurs de sortir et de montrer son désaccord. Et c'est Hirschman qui développe ça ça limite en fait les stratégies d'exit. C'est-à-dire que quand dans une organisation, quand il y a quelqu'un qui est plus d'accord avec les enjeux de l'organisation, il a 3 possibilités. Soit exit, il quitte l'organisation. Mais ça, c'est possible que si il peut trouver du soutien à l'extérieur.
Mais quand on a mis tout le monde autour de la table, sortir s'il y a rien d'autre derrière, ça devient extrêmement difficile. Et c'est quelque part, ça pousse à avoir la stratégie plutôt que Hirschman appelle loyalty, c'est-à-dire de la loyauté, c'est-à-dire que même si le projet change, se transforme, on va rester dans le projet et on va limiter. Et en plus, il y a plein d'autres règles en fait autour de ces dispositifs qui obligent aussi à aussi rendre visibles notamment les actions de ces ONG environnementales auprès de la province via le projet de développement local. Et enfin, sur le d'un point de vue plus global, ces instruments de développement local, en fait, ils sont justifiés. La province les utilise aussi pour, en le justifiant, en expliquant, c'est une manière d'instrumenter. C'est un terme d'instrument de politique publique, c'est-à-dire que on veut avoir une politique qui repose sur une articulation entre projets structurants, notamment la mine, et développement local. Et ben, on a notre deuxième pilier, quoi, quelque part. Donc là, pour eux, c'est leur façon de voir c'est leur manière d'utiliser ces dispositifs. Voilà. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est que les acteurs, ils font des usages vraiment diversifiés de ces instruments du développement local. Et on constate que on a un renouvellement de la politique publique, de l'action publique, mais qui se fait petit à petit et qui se fait pas, justement avec, en tout cas l'hypothèse que la participation ferait totalement imploser et remettre en cause les politiques de développement. On voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'en fait c'est extrêmement enchevêtré tout ça. Et qu'on a des effets qui sont à la fois convergents et contradictoires. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des changements dans l'action publique, mais la naissance de petites innovations, la reconnaissance également de l'agriculture kanak. En même temps, une sorte de verrouillage et de cadrage institutionnel qui permet de maintenir en fait les relations de pouvoir qui existent entre les niveaux. Chaque niveau en fait tentant d'influencer l'autre. Et c'est dans cet enchevêtrement, tous ces systèmes, tous ces espaces de rencontres entre acteurs, qu'en fait, que pour moi, se cherche aujourd'hui le modèle décolonisé. Bien, merci Séverine. C'est au public maintenant, éventuellement de poser quelques questions. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop technique. J'en ai vu qui se sont sauvés. Mais si vous êtes restés, c'est que ça vous a intéressé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors je sais qu'il y a d'autres spécialistes de la question, des gens de l'IAC, entre autres. Donc ils n'hésitent pas à prendre la parole, éventuellement à compléter le propos qui vous a été présenté. Monsieur? Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a eu dans les comités locaux des questionnements sur la taille, la notion de l'échelle des projets? Je veux dire par là le problème de rééquilibrage de l'Est et de l'Ouest en province Nord au niveau de l'agriculture, c'est que on a des grosses exploitations, des grandes exploitations sur la côte Ouest qui nécessitent beaucoup de matériel et sans être péjoratif du timbre-poste avec de la baramine et des motoculteurs sur la côte Est. Est-ce que la situation est validée telle quelle par les comités ou est-ce qu'il y a des velléités à passer à une autre échelle, à avoir des surfaces plus importantes, sachant le foncier dont disposent les GDPL, tout en restant dans une agriculture traditionnelle et professionnelle aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on risque pas de graver dans le marbre un clivage Est-Ouest, entre guillemets, on bricole, c'est pas péjoratif toujours, sur la côte Est, et on fait du sérieux, où on a des tracteurs qui utilisent des GPS, etc., sur l'autre côte, et on est contingenté dans la côte Est à travailler sur des timbres-postes. Est-ce qu'il y a eu des questions comme ça, des envies? Vous avez parlé d'un gros agriculteur producteur d'igname, je suppose à la vallée de Chamba. Est-ce qu'il a voulu passer à une autre échelle? Et quels ont été les obstacles? Alors,
juste si, ça fait partie des questions qui sont débattues et pour le coup, ce comité local-là, il y a eu un conflit à côté du comité local et qui justement mettait en opposition ces agriculteurs plutôt professionnels marchant avec des grosses exploitations et les petits agriculteurs qui tournaient autour plutôt de la coopérative. Et au final, il y a eu des débats et des gros désaccords et assez rapidement, on a eu le mécanisme d'auto-exclusion. C'est-à-dire que la personne qui, lui, voulait que les gens fassent de grandes surfaces et qu'il était prêt à accompagner ça aussi, également. Et en fait, il s'est retrouvé face à des gens qui majoritairement voyaient l'autre manière d'agir et voulaient plutôt développer la petite agriculture. Et à un moment, il est parti. Parce qu'il s'est senti, pour lui, je crois que c'est même dit comme ça dans l'entretien. Mais à un moment, ce qu'on faisait, ce qu'on discutait, mais moi je me reconnaissais pas. Enfin, c'était pas, ça me parle pas en fait. Et moi, c'était pas comme ça que je voyais la chose. Et je suis assez d'accord qu'un des risques, c'est bien ça, c'est aussi de rentrer dans l'institutionnalisation du bricolage sur la côte Est, mais ce que je me suis rendu compte, et c'est ce qu'on voit dans les référentiels, c'est que c'est bien ça qui est extrêmement difficile avec cette petite agriculture familiale kanak, c'est que comme il y a de la pluriactivité, c'est tout petit, qui sont pas professionnels, on sait comment aller vers de la professionnalisation, même si c'est difficile, hein. Mais essayer d'accompagner cette petite agriculture familiale, je crois qu'il y a on sait pas faire et des fois on expérimente, mais au final je suis même pas sûre qu'ils aient réussi à trouver la solution et je suis d'accord que c'est clairement le risque du système, c'est-à-dire de totalement de faire deux modèles qui restent totalement séparés. Après, j'ose quand même espérer à un moment, qu'il y en ait qui soient un petit peu hybride, quoi, un petit peu entre les deux. Il y en a, mais c'est vrai que. Et puis moi, par rapport à ce que je voulais signaler, c'est que ma thèse, je l'ai faite sur. Donc c'était plutôt 2005, 2000. En gros, j'arrête tout 2009. On va dire, j'arrête de collecter les données et il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi et je crois que c'est clair qu'après l'usine du Nord aussi vient aussi énormément transformer très rapidement la société sur la côte ouest mais également sur la côte est et tout ce temps-là de l'expérimentation ça devient en partie c'est bousculé. Et ça devient encore plus difficile de pouvoir le faire et de pouvoir essayer de répondre de manière satisfaisante aux enjeux de cette petite agriculture. Il y a combien d'OGAF qui marchent en Nouvelle-Calédonie? Parce qu'actuellement, on parle de l'OGAF de Wailou pour les litchis, Peneurin pour les ignames, Canala pour les mandarines, Lifou vannerie, Marais avocat vivano. Et je ne crois pas que ça marche si bien, puisque les provinces sont obligées de mettre de l'argent pour subventionner la continuation de ces projets. Ensuite, vous parlez de l'usine du Nord, mais l'usine du Nord a pris les travailleurs dans ces dogas pour travailler chez eux. Ils gagnent beaucoup plus d'argent à l'usine que travailler la terre. Je vois les ignames, actuellement, la province Nord se déplace pour vendre les ignames à Nouméa. Parce qu'il y a un problème de débouchés intérieurs au niveau des provinces et débouchés à l'exportation. On ne peut pas exporter au Vanuatu des ignames. On ne peut pas exporter en Papouasie des ignames. Ça, c'est un problème. Parce que la plupart des projets qui ont été des aides, je parle de FADIL, ODIL, contrat de développement, ça n'a jamais marché. Oui, c'est vrai que là, on est arrivé maintenant, les OGAF, il y en a plus qui fonctionnent, je pense, sur la province Nord, et, mais à chaque fois, c'est des opérations qui sont dans le temps, ça a été budgété pour 5 ans, pour une période donnée. Après, on en parlait un petit peu ce matin, c'est bien ça qui est
ça crée énormément. Enfin, c'est d'un point de vue économique, je crois que le dispositif a peut-être pas réussi à atteindre, comme vous le dites, hein, les objectifs qu'on en attendait, quoi. C'est-à-dire qu'on attendait à ce que vraiment on ait une vraie un vrai ressort sur la production, notamment agricole, hein, je pense à la côte Est en particulier, et qu'au final tout ça reste quand même extrêmement fragile. C'est pour ça que moi je montre plutôt des effets qui sont pas du tout économiques, c'est-à-dire plutôt dans le sens où on essaie de construire, d'essayer de continuer à réfléchir sur comment est-ce qu'on vient en appui à ces populations. Et après, c'est ce que je commençais à dire. En effet, c'est sûr que là, en plus, je crois que peut-être qu'une des dernières difficultés, enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est en tout cas que la société se transforme très très rapidement avec le projet de l'usine du Nord et de fait, de toute façon, lutter contre, vouloir maintenir les gens face aux revenus de la mine, c'est, vouloir que les gens restent et n'aient pas accès aux revenus de la mine, c'est extrêmement, je vois même pas comment c'est possible. Donc c'est vrai qu'il y a cette tension là entre à la fois la volonté d'avoir un développement minier important, de développer cette partie-là de l'économie, d'essayer de maintenir l'agriculture, voire de la développer, mais que au final, et c'est ce que vraiment j'ai voulu insister là-dessus, c'est qu'on sait pas faire. Et on essaye et on a le poids de la manière, des vieilles manières de faire. Et quand vous parlez des périodes Odile, Fadil, j'en ai parlé rapidement. C'est vrai et ça, d'un point de vue économique, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est comme les OGAF, quoi. Ça a pas fait. Et en fait, par contre, quand on regarde, ça joue. En fait, elles ont encore une influence, ces expériences, parce qu'à l'époque, elles ont permis la création de codes, en fait, de réglementation pour encadrer comment est-ce qu'on appuie le développement. Et en fait, quand on lit les textes, ces textes de réglementation, on constate que la province Nord, les agents, hein, ça a été extrêmement long pour se sortir, ne plus penser sur la base de ces réglementations-là. C'est-à-dire qu'on va appuyer un bénéficiaire avec tel revenu et qu'on a le poids des institutions, des pratiques d'avant, qui vraiment c'est très 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 difficile de s'en sortir, quoi. Et voilà, ça je pense que c'est en partie un frein, quoi. Bonsoir. Par là. À votre droite, à votre gauche. Bonsoir. J'ai eu l'impression, j'ai retenu de votre exposé deux logiques. Une logique je dirais économique, avec un développement de la productivité, et puis une logique du développement des relations sociales à un moment où elles sont peut-être effectivement extrêmement menacées. Mais j'aimerais que là-dedans, je reste sur ma faim sur une partie du titre de votre exposé. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est pour vous un modèle décolonisé, parce que je m'interroge d'autant plus que j'ai bien perçu que les deux seuls points communs entre les deux modèles, c'est les formations, qui n'est pas particulièrement quelque chose d'interne, mais qui fait quand même référence dans l'image à de l'externe, et puis la subvention, alors qu'on connaît aussi l'origine des fonds. Voilà, donc je m'interroge, qu'est-ce que c'est pour vous un modèle décolonisé, ou quel est l'objectif derrière ce titre? Merci. Alors pourquoi j'ai choisi ce terme-là? C'est justement parce qu'il me semble que, comme vous dites, c'est une agriculture qui repose sur des relations sociales, et que c'est là qu'il faudrait peut-être essayer de réussir à penser une toute autre manière pour réussir à l'appuyer. Et c'est là qu'il faudrait réussir à penser de manière décolonisée. Mais au final, et c'est en tout cas, essayer de penser totalement à d'autres solutions, à d'autres manières d'agir. Et je crois et c'est pour ça que j'essaie de montrer, on cherche,
on va prendre des conseils à l'extérieur, mais au final, est-ce que c'est aussi une voie pour penser de manière indépendante? C'est pas sûr du tout, voire ça peut même être piégeux. Je vais lui dire un truc. Voilà, qu'on va chercher à l'extérieur, qu'on essaie d'expérimenter et que en fait tout le processus institutionnel qui permet de la province Nord, je l'ai pas traité ici, mais même en fait elle cherchait des politiques qui soient pensées différemment et qui soient décolonisées et donc qui puissent répondre aux spécificités locales. En fin de compte, ça devient ça reste très difficile parce qu'en plus on a justement des moyens financiers dont les règles, pour les utiliser, elles sont fixées par l'État français. Et donc on a une espèce, le jeu de contrôle que je montre, il est vraiment aussi totalement enchevêtré. Et donc malgré un discours où on essaye de faire les choses différemment, au final, on continue de chercher. C'est peut-être pas très optimiste. J'ai une question. C'est une question qui est plutôt orientée province sud. Est-ce qu'il y a des exemples d'OGAF qui ont été créés en province sud? Au sud de la province sud, dans le Grand Sud, la région d'Yaté. La deuxième question est, quel est le modèle hybride auquel vous pensez entre l'OGAF et puis notre modèle? Et nous, on est venu ici parce que on voulait écouter votre exposé sur ce qui se faisait en province Nord, car on souhaite justement trouver un modèle de développement qui soit associé à un développement minier dans la province sud. C'est-à-dire que le mineur participe au développement et au maintien de l'agriculture traditionnelle kanak avec ses moyens financiers, donc sans les règles de l'État, en connaissance de ce qui se fait et ce qui se fait avec ou sans OGAF. Et nous, on venait un petit peu voir qu'est-ce que vous aviez trouvé qu'est-ce qui fonctionnait. Voilà. Sachant que nous, on a des solutions très privées, pas marchandes forcément, pour maintenir sa agriculture dans le seul but d'avoir un cadre précontractuel avant un développement minier, pour dire, bon, vous n'aurez pas les bénéfices de la mine quand la mine viendra en opération, vous aurez les bénéfices de la mine avant qu'elle vienne en opération, et on va simplement contribuer à essayer de maintenir ce que vous avez du mal à maintenir, à savoir des emplois en terre coutumière face à un développement de vallée ou face à d'autres développements économiques. Donc voilà. Donc ma question, elle est sur le modèle hybride auquel vous pensez. Vous pouvez répéter la question? Non, il y a déjà peut-être donc les OGAF, il y en a eu en province sud, hein. Il y en a eu 2, il y a eu Yaté et Thio. Ça a d'ailleurs été dans les 2 premières qui ont vraiment structuré la réflexion pour ensuite sa diffusion et son transfert et ça où on l'a vu, il a été beaucoup mobilisé donc en province Nord. Donc c'est de fait les 2 expériences de la province Sud, enfin sur la côte est de la province Sud, elles ont vraiment très très clairement nourri la manière de faire les OGAF en province Nord. Retour d'expérience, et sur quelles activités étaient les OGAF? De mémoire, c'était sur Yaté et Thio, il y avait beaucoup sur la pêche, beaucoup d'appui à la... Voilà, c'était agriculture et pêche principalement, si je me souviens bien. Après, pour ce qui est du modèle hybride, moi, je vais pas avoir en termes d'action, de recettes de politique publique hybride. Là, et en fait, quand je parlais d'hybride, c'est-à-dire qu'on a quand même des agriculteurs kanak sur terre coutumière qui, en fait, sont aussi professionnels et marchands. Et moi, c'est dans ce sens-là que je parlais on a aussi, qu'on avait des 2 grands stéréotypes, enfin, 2 grands modèles, mais qu'après, là-dedans, il y a des gens qui, c'est un continuum, quoi. Il y a des gens qui vont être, qui vont à la fois être,
essayer de toujours satisfaire les cérémonies coutumières, mais qui vont aussi avoir des pratiques commerciales, vendre beaucoup de produits agricoles, avoir une stratégie commerciale un peu plus aussi agressive, etc. Mais que dans le même temps, et ça c'était vraiment un truc intéressant à décortiquer, c'est de voir qu'ils négocient le maintien de ces pratiques-là en essayant d'aider tous les gens qui sont avec eux sur le foncier, parce que pour le coup c'était un foncier de GDPL. Et peut-être que pour le coup, en disant ça, peut-être qu'une des solutions, c'est peut-être de réfléchir justement à ces relations de réciprocité, même autour des projets d'appui, entre un gros projet et un gros projet sur foncier coutumier. Il marche peut-être bien quand il est aussi avec plein de petits projets autour, mais qui n'ont pas forcément la même vocation d'une agriculture marchande. Voilà, enfin, c'est peut-être réussir à penser des choses un petit peu, voilà, comme ça, un petit peu différentes. Et alors, par contre, avec l'articulation avec la mine... Alors, nous, ce à quoi on pensait, c'était le système, enfin, qu'on pensait, sans avoir jamais rien inventé, c'est de mettre au point mettre en place un système coopératif alimenté par les moyens de la mine avant sa mise en opération, et que les règles d'usage et les membres de la coopérative soient réglés justement par les différentes communautés du Sud, que ce soit les GDPL, que ce soit les tribus, que ce soit les clans, les agriculteurs eux-mêmes. C'était un peu notre réponse privée en disant, bon, on met les moyens en place, c'est une coopérative, fixez-en les règles. Et ce qui nous intéressait ce soir, c'est de voir justement comment les gens débattaient de l'utilisation de moyens publics, c'était votre cas, ou comment les agriculteurs marchands intervenaient. Donc voilà, qu'est-ce qu'il existe comme recensement au niveau des agriculteurs en agriculture dans la province sud? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très complet? Parce que j'ai remarqué au début de votre débat, sur la période des régions, il y avait la région centre, la région du nord, la région des îles. Alors, est-ce qu'à l'époque, moi j'étais aux études, est-ce qu'à l'époque, la région du sud était prise dans la région centre, ou simplement, comment ça se passait? Vous avez un recensement des différents projets et micro-projets qui ont été mis en place sur ces 3 régions, et on ne voit pas le sud. En fait, c'est presque accessoire. Moi, notre question, c'est sur quoi on peut baser notre action dans le grand sud de l'Académie en termes sur les activités agricoles qui existent, ce qui n'existe pas, ce qu'il y a à faire, et qu'on intervienne correctement, quoi. Est-ce que l'agriculture est extrêmement bien recensée dans le sud de l'Académie? Recenser, en fait, dans le sens de... Inventorier, c'est-à-dire le nombre d'agriculteurs, l'activité, la taille des parcelles. Alors, la question de la mesure de l'agriculture, alors, je pense que là, il y a le dernier recensement, il y a des gens de la Davar qui pourraient aussi compléter, qui vient d'être... qui a été finalisé en début d'année, donc il y a les résultats qui sont disponibles sur leur site internet. Donc là, il doit y avoir un inventaire communal aussi qui va sortir. Après, le recensement repose sur des critères de points, et notamment de taille d'exploitation. Après, nous, en complément, on a beaucoup travaillé avec la Davar, on avait fait toute l'enquête sur agriculture en tribu. Et donc, si on n'a pas, peut-être pas on va avoir toute la petite agriculture familiale kanak qui a été non pas recensée parce qu'on n'a pas fait quelque chose d'exhaustif, mais on est allé voir un échantillon représentatif, notamment par rapport sur la zone qui vous intéresse, sur la zone de Thio, Yaté et Île des Pins qui vont être ensemble, et où là, ça va pas être un nombre ça va être un nombre de ménages puisqu'on est parti de la population de base, et on a regardé si elle faisait ou pas l'agriculture, mais faudrait regarder. À mon avis, il y a plein de données disponibles maintenant quand même pour assez bien renseigner le fonctionnement de ces agricultures dans leur diversité. Après,
Il me semble que ce qu'on voit aussi dans le fonctionnement des comités locaux, c'est cette articulation entre ces gros, entre guillemets, ces gros agriculteurs qui arrivent à discuter ou pas, donc avec soit les petits, soit les défenseurs d'une reconnaissance d'un modèle d'une petite agriculture kanak. On voit bien qu'il va falloir que le débat va falloir quand même essayer en tout cas de bien le réfléchir et d'avoir une animation qui permette de peut-être en tout cas s'il y a des incompréhensions d'essayer de travailler dessus entre ces deux représentations, ces deux référentiels. Est-ce que le système de coopérative vous semble être un modèle adapté ou un modèle adapté pour maintenir le développement des petites économies agricoles familiales, kanak, ou pas? Pour moi, c'est difficile de me positionner comme ça. Après, si tu peux peut-être laisser... je pense qu'on va mieux répondre que moi. Ouais, moi, il me semble que je voulais revenir sur la question du modèle décolonisé. Je pense que ce que tu as commencé à dire sur les questions de recensement, par exemple, de statistiques, c'est un des obstacles aussi, évidemment, à la construction d'un modèle qui soit un petit peu différent, parce que déjà, il faut avoir des outils pour voir ce qui se passe, et les statistiques sont pas du tout faites pour voir tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de voir en particulier tout ce qui est non marchand, les échanges coutumiers, etc. Donc il y a un problème d'appareillage, d'instrumentation pour déjà comprendre la réalité, et avoir cette instrumentation permettrait déjà d'avancer aussi de ce côté-là. Après, je pense que la question de la décolonisation du modèle, je pense que il faut peut-être la voir aussi, pas simplement au niveau de chacun des micro-secteurs. Il y a un point de vue plus général au niveau de la province Nord de construire une décolonisation via le développement minier. Et à partir de là, le fait qu'il y ait des aides pour un secteur agricole qui n'est pas forcément rentable d'un point de vue économique marchand, ça paraît pas complètement incompatible avec une vision de la décolonisation, ça je pense pas. Et par rapport à tout ça, je pense que ce qui est essentiel, et là je voulais te remercier pour l'exposer aussi, c'est cette mise en perspective historique de la manière dont les politiques publiques se construisent. C'est-à-dire qu'il y a des moments fondateurs, tu l'as bien dit pour les régions, qu'on a tendance à oublier parce qu'on a l'impression que ça a été extrêmement court, mais je pense qu'en termes d'innovation et de réflexion, ça a été un moment très très important. Je pense que sur le foncier, il y a eu des moments aussi, l'office foncier a été un moment important sur la première réflexion, sur la déconnexion entre l'aspect restitution foncière, identitaire, etc., historique, et l'aspect développement. C'est à ce moment-là qu'a commencé à naître cette réflexion, même si elle a été brillamment théorisée après par Louis Mapou, on sait bien. Voilà, et cette mise en perspective historique, ça permet de voir d'où viennent les idées, quelles sont les trajectoires d'acteurs aussi. Il y a des individus dans ces politiques, c'est pas simplement justement des idées en apesanteur. Ça, c'est extrêmement important. J'avais juste une petite question pour finir, c'est à la fin de ton exposé, tu as mentionné le fait que tous ces comités locaux, enfin des revenus sur le fait que ces comités locaux sont des arènes où se créent des débats éventuellement, et puis tu as mentionné le modèle de Hirschman qui est un modèle en 3 parties, et tu as mentionné que 2 des 3 parties, c'est ça la question en fait, c'est que il y a une possibilité, c'est l'exit, c'est-à-dire de quitter l'arène, l'autre possibilité c'est la loyauté, c'est-à-dire de suivre. Est-ce qu'il n'y a pas de la prise de parole aussi, voice, comme dit Hirschman, et comment éventuellement ces controverses, si elles ont lieu, se sont structurées? Bon, tu as répondu partiellement dans un cas en disant que la personne s'est auto-exclue en quelque sorte. Est-ce que c'est un cas général, ou est-ce qu'il y a eu des moments vraiment de fortes controverses avec des basculements dans des choix, soit des choix locaux, soit dans des choix par rapport aussi à l'articulation avec le niveau provincial aussi d'ailleurs? Je sais pas, par rapport à la question de la coopérative, peut-être vous voulez quand même répondre juste pour qu'on finisse et après je... Oui, voilà, par rapport aux coopératives, je sais pas, moi je connais le GAPS, qui est peut-être la seule coopérative du pays. Elle est mourante tous les 5 ans, et renflouée tous les 5 ans par la province Nord. Donc c'est peut-être pas un bon modèle. Juste citer l'exemple de la commune de Canala qui a réussi à impliquer le secteur minier dans sa SEM, une société d'économie mixte, et qui a à l'heure actuelle 12 salariés. Et qui a un souci, la SEM, c'est qu'elle a trop de foncier, elle est propriétaire d'aucun foncier. Le foncier est mis à disposition par les propres actionnaires, qui sont des GDPL et des particuliers. Donc la SEM n'a pas suffisamment de matériel pour valoriser les 350 hectares de terres laborables qu'elle a à disposition. Mais par contre, c'est une expérience qui a été montée en 2010 et qui fonctionne. C'est plutôt du professionnalisme. Enfin, j'aime pas ce mot, mais c'est de l'agriculture plus intensive, enfin, avec du matériel agricole, qui convient bien
C'est que des jeunes et des moins jeunes de Canala qui sont salariés agricoles. Et ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème foncier, sauf qu'il y a trop de foncier justement disponible. Et ce système aussi de salariat agricole permet aussi, ça a été essayé à une époque dans les années 89 à 98, le centre de la Népia, où il y avait des salariés agricoles. Ça permet aussi de résoudre en partie le problème des têtes qui dépassent dans le monde de Canac. Quand un agriculteur comme Irénée Pueda, pour le citer, a la tête qui dépasse à Tchamba, il est regardé, jalousé, etc. Là, c'est fait sous forme de société, de salariés, où il y a un conseil d'administration, où c'est effectivement le conseil d'administration, c'est le comité local, voilà, qui gère les choses. Donc le dispositif SEM permet d'attirer des capitaux publics. Le public doit être majoritaire, des capitaux privés. Une mine de Canala, la société Gemini, a mis quelques millions dans le capital, participe aussi indirectement par le prêt de matériel pour des frichettes, etc. Donc c'est une voie elle n'est pas certifiée, puisque ça fait que 4 ans que ça fonctionne. La SEM Canala a toujours la tête hors de l'eau et investit. Donc c'est peut-être une voie à rechercher, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément. Alors, par rapport à la question sur... prise de parole, oui, qui est la troisième posture définie par Hirschman. Oui, dans ces comités locaux, il y a eu, je pense, des moments où il y a eu ce qu'on peut appeler non, peut-être pas des prises de parole en ce sens-là. C'est-à-dire qu'un vrai désaccord a amené à, on va prendre la parole pour défendre nos intérêts qui sont différents. Je suis pas sûre que ça ait pris cette forme-là. Mais par contre, on a vraiment eu des moments, des périodes de débat. Par exemple, je pensais à, il y a un des comités locaux où il y a eu beaucoup de débats. Et puis il y a un moment où c'est le responsable du projet qui qui en fait va un peu figer et cristalliser toutes les règles. Et dans les enquêtes que j'ai pu faire, on explique qu'on a eu du débat en amont avec des désaccords, beaucoup de choses qui ont été discutées très très fines, qui on va appuyer, comment on les définit, quels critères, etc. Et mais après, dans la manière de gérer l'animation, une volonté à un moment on écrit, on fixe les règles. Et après, quelque part, ça a stoppé en fait ce débat. Et ça a limité toute possibilité après de redévelopper de la prise de parole. Et moi, j'ai plutôt observé soit de la défection, c'est-à-dire vraiment on sort, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vu le plus souvent, quoi. Quand il y avait un désaccord, au final, les gens s'en vont, quoi. Et ils sont remplacés. C'est pour ça que dans les comités, on a des entrées et sorties nombreuses d'acteurs et qui fragilisent aussi en partie et qui peut aussi fragiliser peut-être potentiellement le comité. Et après, quand on avait des endroits où il n'y avait pas vraiment de représentation différente, c'était à chaque fois, ça fonctionnait plutôt bien. Et pour le coup, il n'y avait pas non plus forcément de débat. Bonsoir. Je vais vous demander, au vu avec du recul aujourd'hui, par rapport donc à ces expériences qui ont été menées à ces époques-là, est-ce que comment vous analysez la stratégie d'une manière générale qui a animé ces expériences? Est-ce qu'on a choisi à un moment donné, en tout cas la tendance de ces stratégies-là, qu'on a voulu retranscrire dans une forme d'instrumentation d'outils, en tout cas de développement local? Est-ce qu'on a été plus sur une tendance de structuration du tissu macroéconomique, tout en restant dans une forme d'adaptation avec une forme d'intégration de savoir-faire locaux, ou est-ce que à un moment donné on s'est retrouvé avec des limites dans une forme de construction de passerelle entre deux deux modèles classiques de développement économique et de vouloir tisser au travers de la création donc d'un tissu économique autre,
parce qu'aujourd'hui en Europe on parle de l'économie sociale ou de l'entreprendre autrement. Est-ce qu'on peut analyser, en tout cas, ces expériences-là comme des prémices pour des pistes d'orientation de politique publique à l'avenir dans le cadre du développement économique du pays, comme des expériences justement d'essayer d'entreprendre autrement, comme vous le dites? Je pense que ça quand même, ça jette, enfin voilà, ça jette les bases d'une, enfin voilà, on commence à toucher du doigt. Enfin, en tout cas, qu'on peut faire, essayer de faire des choses différentes et qui essayent de respecter le fonctionnement de cette économie. On peut pas dire que ça a été forcément pour l'instant une grande réussite du point de vue justement de la structuration de l'économie locale, mais il me semble que on a commencé à toucher du doigt et à essayer voilà, on s'en a, à mon avis, je pense quand même, je suis peut-être quelqu'un d'assez optimiste, mais je trouve je trouve qu'il y a plein de choses qui ça a permis aussi, toutes ces opérations, je crois qu'elles ont participé à la reconnaissance aussi déjà juste du fait que cette agriculture kanak elle existe et qu'elle a ses spécificités, alors que peut-être avant c'était peut-être en partie, en tout cas du point de vue des politiques publiques, c'était pas forcément considéré comme quelque chose sur lequel on peut avoir voilà, on peut structurer quelque chose. Et je pense que c'est pour ça peut-être aussi que on l'a vu, il y a beaucoup de relations aussi avec les scientifiques. C'est pas pour rien qu'à un moment tout le monde s'est dit mais tiens, si on allait essayer de la mesurer aussi, cette agriculture kanak. Et je pense qu'on est c'est aussi ce que je voulais montrer. D'un point de vue historique, que ça fait longtemps, enfin voilà, parce que j'ai pas repris tout le détail, mais on peut remonter jusque même dans les années 70 avec toutes les réflexions sur les projets de société, et qu'en fait là aujourd'hui, donc il y a eu toutes ces expériences au GAF, et que aujourd'hui maintenant on a même, comme vous disiez, maintenant on a même des données complémentaires qui essayent d'appréhender et de mesurer l'importance de cette petite agriculture. Et ça, à mon avis, l'enquête sur agriculture en tribu, ça peut vraiment, entre l'expérience des OGAF, toutes les réflexions qui ont lieu depuis 20 ans, les expériences qui sont menées à Canala, qui sont un petit peu hybrides pour le coup, tout ça, il me semble que ça donne et les chiffres qui montrent que cette agriculture, elle existe toujours, même si elle n'empêche qu'elle est peut-être en partie fragilisée par la transformation de l'économie calédonienne et la place l'industrialisation du secteur du nickel. Je pense que le fait qu'elle soit de mieux en mieux connue, reconnue, et qu'on essaye de l'appuyer, même si pour l'instant, voilà, on est encore dans l'expérimentation. Et il me semble qu'on a de plus en plus les bases pour justement essayer d'aller plus loin encore et je pense d'être plus ambitieux aussi en termes de stratégie et d'appui, quoi, pour essayer d'accompagner la structuration aussi de cette économie. Ouais, bonsoir Séverine. Oui, non, ce que je voulais dire, c'était qu'il me semble qu'il y a du positif quand même. Donc, si ça marche pas partout, c'est aussi qu'il y a une dimension de temps, en fait. Toutes les OGAF, elles ont été complètement cadrées sur 4 ans. Donc, en gros, en 4 ans, il fallait tout faire, quoi. Oui, pardon. Donc, je pense que quand on analyse les résultats, on se rend compte qu'effectivement, les 2-3 premières années, une espèce d'avalanche, tout le monde se précipite, c'est la boîte à projets, boîte à subventions, tout le monde est un peu prisonnier de la démarche qui consiste à disons, demander ce que l'on pense qu'on peut avoir. Et je pense qu'il faut laisser le temps, et c'est ce qui manque, et c'est pour ça que je pense que le Nord devrait décider de pérenniser un dispositif. Ce qui manque, c'est la dimension du temps, parce que passer 2-3 ans, quand vous avez distribué 100 motoculteurs sur une petite commune, commencer à réfléchir autrement, quoi. Donc et c'est là que les gens ont le temps pour eux, quoi. Et c'est là que ceux qui sont sortis au début en disant mais qu'est-ce que je fous dans cette espèce d'excitation générale, de subvention, de machin,
c'est là qu'ils peuvent peut-être revenir, ceux qui sont partis peuvent revenir parce qu'ils vont pouvoir s'asseoir et discuter de ce qu'ils ont envie de discuter, de faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et je pense que ça, c'est un élément important, c'est la dimension du temps. Pour l'instant, le système, il est tronqué parce qu'il avait un début, une fin, parce qu'administrativement, c'était comme ça, quoi. Deuxième élément qui me semble important, le noyau dur dans l'expérience, dans ces expérimentations là qui ont fait faire des progrès, il me semble, hein, si on va sur le terrain vraiment, il y a le pire et le meilleur, quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant à regarder de plus près. Mais je pense qu'il y a un élément assez stable, c'est que c'est toujours un partenariat province. Parce qu'on parle de l'État, mais je m'excuse, l'État, le financement de l'État, l'État a eu un rôle très important parce qu'il a à un moment donné facilité la possibilité, d'une certaine façon, de ce type de dispositif, il l'a facilité. Alors que début des années 90, dans ce que tu as expliqué très bien, je trouve, c'était pas mûr, quoi. Il y avait des leaders qui étaient prêts à faire ça, mais il y avait, tout le reste n'était pas prêt, quoi. Alors ça a pu, je pense, et ce qu'on retrouve bien dans ton exposé, c'est l'évolution des politiques publiques qui sont en marche. Et je pense qu'on est un peu au milieu du gué là-dessus. Et ce qui me semble intéressant, c'est que en positif, quoi, c'est que le partenariat, association locale, comité local, enfin tout ça à préciser, communes et provinces c'est un peu le triptyque, quoi, le partenariat tripartite qui semble, à mon sens, à moyen long terme, celui qui tient la route. Parce que les gens se retrouvent sur leur commune. C'est une unité de gestion assez forte. Ensuite, il faut que les gens, comme c'est pas du développement local d'initiative locale, c'est du développement local d'initiative publique. Donc il faut laisser le temps aux gens de trouver leur place dans un dispositif comme ça. Et ça je pense pas que ça peut se gérer en 2, 3, 4 ans. Parce que ça crée un espoir, ça crée une espèce de dynamique, et au moment où les gens commencent à sortir un peu de ce dispositif, les portes se ferment, le dispositif se ferme. Et c'est donc je pense que le côté positif, c'est de l'inscrire dans le temps, et puis et de laisser au travers de ces 3-4 premières années le temps à l'organisation locale voilà. C'est pour ça que sur certaines opérations comme Yengen, comme tu citais, par exemple des expériences comme Kuchou et Marip qui se sont passées, on voit qu'elles ont émergé au bout de 3-4 ans. Et malheureusement, au moment où elles ont une vraie dynamique locale, c'est les gens qui discutent, c'est les gens qui ont choisi le nom, ils se retrouvent, ils associent le culturel, l'environnement, etc. Ils trouvent leur façon de faire. C'est à ce moment-là que les collectivités sont là pour les accompagner, quoi. Et le petit problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la continuité, quoi. Donc si cette continuité est réglée, moi je pense que dans le temps, il y a des choses qui peuvent donner plus de place aux gens, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut être positif. Oui, bonsoir. Est-ce que ce dispositif a une influence sur la répartition foncière ou un nouveau découpage foncier? Et deuxième question par rapport, quelle est la place qu'a pris l'élu dans les comités locaux, l'élu local? Alors par rapport à la question sur le foncier, il me semble pas que ça a pas modifié la répartition du foncier. Un des enjeux, notamment en particulier sur l'OGAF-Côte, c'était assez net. L'enjeu, c'était de favoriser, de dynamiser un peu la mise en valeur, notamment des GDPL, notamment dans les grandes vallées où on avait quelques gros agriculteurs qui pouvaient être moteurs. Donc, ça n'a pas modifié. Autour de la question et la répartition du foncier, en fait, la réforme sur les zones où il y a eu les OGAF, la réforme était faite et terminée. Enfin, en tout cas, déjà bien avancée, sauf quelques zones qui peuvent poser problème toujours. Hein, mais et après, les agriculteurs dits petits ne se sont pas regroupés à un moment donné pour jouer en équivalence avec des plus gros.
Non, ça prend pas tout à fait cette forme-là. Je pense à une expérience là dans la vallée de la Tihuaca, où sur le GDPL, en fait, ils se sont tous. Il y a eu plein d'initiatives. C'est là où il y a la photo là avec la dame qui est à côté de ses tarots, où en fait, chacun, enfin, c'était des projets individuels, mais en fait, par contre, ils travaillaient tous les uns à côté des autres. Et quand il y a eu le défrichage qui a été organisé, en fait, tout le monde était présent ensemble donc aidait à surveiller que le bulldozer passait bien comme il faut. Et puis après, dans la manière de travailler également, voilà, qu'ils allaient aussi, même si chacun a sa parcelle, après, on peut aller aussi ensemble au champ, ou alors quand on a les petits marchés au bord de route, c'est plusieurs personnes qui vont mettre sur potentiellement également le même marché. Enfin voilà, on peut aussi avoir à certains moments des partages, une petite mise en commun ponctuelle, on va dire, et en tout cas travailler ensemble, même si on travaille pas, ensemble jusqu'au bout, quoi, on va dire. Après, l'autre question, c'était... C'est la position de l'élu local dans le comité local ou ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, je l'ai pas traité ici, mais c'est surtout la question, j'ai beaucoup développé la question de la posture du maire, la personne des maires dans pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent pour demander, avoir accès à une OGAF. Et où là, en fait, on est dans une... en fait, ils vont faire usage du projet de développement local pour, en fait, classiquement, on définit deux légitimités, surtout chez les maires. La légitimité input, c'est-à-dire qu'un maire, il va être la démocratie représentative. Quand on est élu, on vote pour nous et on est légitime à gouverner localement. Et en fait, souvent, on a une articulation avec une deuxième légitimité qui est la légitimité output, et où en fait la personne qui a été élue va en fait essayer de rendre en fait et de réasseoir sa légitimité. Et donc là, l'idée c'est on fait venir des moyens financiers à travers un programme de développement local. On essaie de créer une dynamique économique sur le territoire qu'on a en charge et de réasseoir en fait sa légitimité en montrant qu'on est capable d'agir pour eux. Et là, et c'est comme ça en tout cas que j'ai pu voir clairement l'utilisation de ces dispositifs-là par les maires. Après, comme ça, la posture des élus communaux dans les... Une influence sur le choix du projet, peut-être? Pour moi, la position, c'est plutôt la position de ces gros producteurs au sein des petits comités locaux, des comités locaux qui étaient vraiment une position qui n'était pas forcément très confortable ni pour eux. Enfin, en fait, ça dépendait des personnes, hein, mais que à la fois ils avaient envie de faire beaucoup de choses et ils étaient vraiment, on va dire, super motivés au départ. Et après, il y a tout un moment où ils sont, beaucoup de déceptions. Et comme disait Emmanuel, après, potentiellement, ils peuvent revenir. Mais, il y a eu. C'est toujours ce genre de. En plus, comme l'a dit Emmanuel, ça dure pas très longtemps. Donc, ça, à la fois, ça crée énormément d'intérêt, beaucoup d'espoir. Et ça crée aussi énormément de frustration quand ça s'arrête ou quand on se retrouve un petit peu tout seul à avoir envie d'amener les choses dans un sens, on va dire. Et donc c'est pour ça que c'est à ce niveau-là que ça peut peut-être être un petit peu fragile, mais en même temps ça permet aussi que les gens discutent ensemble je pense que vraiment, quand je vois l'histoire des techniciens et des animateurs du développement rural, ils ont vraiment, ils expliquent clairement comment est-ce qu'ils ont changé leur manière de travailler, d'être à l'écoute des producteurs, des petits producteurs. Et ils se définissent comme travaillant maintenant un peu différemment des autres agents provinciaux qui n'ont pas eu cette expérience-là. Et voilà. Merci. Juste une petite précision.
les personnes que j'ai rencontrées en côte est ou dans les îles, souvent en fait, le but c'est tout simplement de se nourrir ou de nourrir la famille, et donc ils ont un champ. Pourquoi? Pour justifier aussi leur appartenance à une terre. Enfin, c'est un champ, voilà, ils doivent le protéger. C'est aussi traditionnel. Et donc il y a un attachement très très fort. Mais par contre, il y a aussi des besoins qui sont des besoins de la société de consommation. Et donc du coup, le champ qui les fait vivre suffit pas, puisqu'il rapporte pas d'argent. Il leur permet juste de manger, quoi. Donc du coup, ils travaillent aussi en même temps. Et je pense que là, ça représente quand même une grande partie de cette population qui va essayer d'associer les deux. Et c'est pas évident. Donc ça va être de travailler X temps, puis d'arrêter et de revenir au champ, d'essayer de trouver des aménagements pour pouvoir faire les deux. Mais moi, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, chez qui j'ai vécu ou que je connais bien, c'est ça aussi le défi. C'est de pouvoir associer les deux. Et donc, ils ont besoin de travailler, mais ils voudraient pouvoir conserver aussi une certaine forme d'agriculture. Voilà, c'était sur ce point que je voulais vous solliciter. Bon, là, je suis totalement d'accord avec... c'est vrai que j'ai peut-être pas trop insisté là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'une aussi des difficultés pour l'action publique, même provinciale, hein, au-delà des expériences de développement local, c'est comment est-ce que la puissance publique travaille avec une population qui en effet est mobile et qui va potentiellement changer d'activité selon les besoins, selon du moment de la famille. Et puis là, pareil, hein, dans les résultats agriculture en tribu, on l'a bien vu. Hein, en tribu, la société, aujourd'hui, elle est monétarisée, mais une grosse partie de de l'argent qui circule, il provient pas forcément pas d'abord de la commercialisation des produits agricoles ou de la pêche ou de la chasse. Il provient d'abord d'activités salariées ou patentes ou petits boulots à l'extérieur. Et donc ça veut dire que les systèmes d'activité, les gens vivent aussi avec ça. Et ça, cette particularité-là, vraiment ça facilite pas du tout la construction d'une politique publique, quoi. Parce que ça, c'est difficile à prendre en compte. Il y a on expérimente des choses je sais que dans le sud de la France aussi, ils se posent des questions avec des petits ménages qui aussi sont plus réactifs avec une petite activité agricole. Donc ils expérimentent, mais on est vraiment dans l'expérimentation. Ils font ça dans des programmes de recherche-action. Voilà, on est vraiment, c'est pour ça quoi. Faut essayer, et c'est sûr que je suis vraiment d'accord avec Emmanuel sur le fait que voilà, un des gros défauts, c'est d'avoir borné ça dans le temps pour des raisons budgétaires, parce que voilà, on n'a pas le temps de vraiment se prendre la tête quelque part, ou réfléchir vraiment sur mais comment est-ce qu'on fait pour travailler avec tous ces paramètres là, quoi. Et c'est un des défis, à mon avis, que de réussir à prendre en compte cette complexité du fonctionnement des ménages ruraux. Bien, il se fait un petit peu tard, donc je crois qu'on ne va pas retenir le public trop longtemps. Si vous souhaitez approfondir quelques points qui vous ont paru techniques ce soir, alors évidemment l'ouvrage de Séverine Bouard est disponible à la médiathèque, il y a tout un tas de documentation qui l'est aussi. On est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis pour conclure, j'aimerais laisser la parole donc au service communication de l'IAC, qui va vous dire quelque chose à propos des différentes conférences prévues. Merci. Oui, bonjour, donc je suis Estelle, la chargée de communication de l'IAC. C'était juste pour vous prévenir que Séverine refait sa conférence la semaine prochaine à Koné. Donc n'hésitez pas à diffuser l'information si vous avez des personnes qui habitent en province nord, voilà, pour leur signaler. C'est jeudi 24 juillet à 18h30 à la salle à Haut-Pitiri. Ensuite, je vous ai mis sur la petite table là, le cycle des conférences de l'IAC. Donc, on en organise plusieurs d'ici la fin de l'année. Et vous avez tout le programme. Alors, soit vous l'avez sous forme de petites brochures, soit sur le site de l'IAC, www.iac.nc. Et enfin, petite nouveauté cette année, chaque fois qu'il y a un de nos chercheurs qui fait une conférence, on fait un suivi de conférence.
C'est-à-dire que, en fait, aux gens qui s'inscrivent sur une liste mail, alors le centre Djibaou vous en a mis une à disposition à la sortie. En fait, on vous remet le film de la conférence et puis on vous met tout un tas d'informations qui vous permettent d'aller plus loin. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des informations pour comment accéder à la thèse de Séverine, à son livre ou à ses recherches, eh bien, on vous indique comment accéder à toutes ces informations ou à différents rapports. Donc, on vous fait un suivi de conférence pour pouvoir aller plus loin. Donc, voilà, si vous nous laissez vos adresses mail, eh bien, on va vous préparer tout ça. Ça prendra 2, 3 ou 4 semaines le temps qu'on fasse le montage. Mais ça aura des résultats assez positifs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Et je voulais vraiment remercier le centre Djibaou pour cet accueil, parce que vraiment le cadre est superbe. Et puis remercier Séverine, parce que c'est une belle performance quand même. Voilà, merci à tous.